Bon, ici, c'est semblable à ce qu'on a fait la dernière fois. On regarde d'autres dispositifs. Donc, on avait déjà fait la tige chargée. Maintenant, l'autre dispositif, c'est un anneau. Et puis, le point P, il est placé, parce que ça devient super compliqué, là. Si je place le point P à un endroit il n'y a pas de symétrie, là, c'est ultra compliqué à calculer. Mais si je me place sur l'axe central, donc imaginons que c'est l'axe des Z, okay, l'axe central, puis je vais avoir l'anneau qui est dans le plan XY. Donc, je vais avoir le champ électrique au point P pour l'anneau. Évidemment, comme j'ai fait la section précédente, je dois commencer par mon point de départ, en fait, c'est je vais utiliser ce que je connais déjà. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'une charge ponctuelle fait un champ qui est égal à KQ sur R carré. Maintenant, mon anneau, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer qu'il est composé d'une infinité de petites charges ponctuelles, des éléments de charge dQ. Je vais en prendre une. Je vais prendre un élément au hasard. Le hasard fait bien les choses. Okay? Donc, cet élément-là a une charge dQ. Puis, je vais considérer que l'épaisseur, parce que dans le fond, on a un arc de cercle en réalité, mais donc la longueur de cette partie d'anneau-là, c'est déterminé par ds. Donc ds, un élément de la circonférence, finalement, en mètres. Donc cet élément de charge-là va générer un champ électrique au point P. Puis comme toute charge ponctuelle, mon champ électrique va pointer vers l'extérieur. Encore une fois, là, dans mon analyse, je vais considérer que la charge est positive. Ça va être plus facile. De toute façon, à la fin, ce qui va arriver, c'est que dans l'expression finale, si je change le signe de Q, ben, je vais changer le signe du champ électrique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, mon champ pointe vers l'extérieur. Comme pour le fil, ce que je vais faire, c'est qu'il va absolument falloir que je fasse le tour complet. Donc, si je prends l'ensemble des DQ, ben, ce que je vais avoir, c'est des champs électriques qui vont tourner. C'est l'affaire. Des champs électriques, on va avoir plein de composantes. Là. Ça va faire comme un cône, si vous voulez, là, de vecteurs de champs électriques. Puis la somme de ces vecteurs-là, avec l'intégrale, va me donner le champ électrique total. Il y a déjà quelques simplifications qu'on peut faire parce que dans ce problème-là, il y a une certaine symétrie qui fait en sorte que, ben, c'est sûr que si on fait l'ensemble des éléments de charge, à un moment donné, on va aller chercher l'élément qui est à 180 degrés. Donc, on sait qu'il existe un autre élément ici, là, qui lui va générer un champ électrique DE. Les deux champs électriques ici, ça ne paraît peut-être pas, mais ils ont la même grandeur. Okay? Puis l'orientation est la même, mais avec un effet miroir par rapport à l'axe des Z. Ça veut dire que dans le plan XY, les composantes s'annulent. Donc, si je fais la somme, si je fais tous les éléments de charge sur tout un tour complet, je sais que dans le plan XY, là, tout va s'annuler, il n'y aura pas de champ électrique. Donc, ce qui va rester, en fait, c'est que je vais additionner toutes les composantes en Z pour obtenir le champ électrique total qui, lui, on peut s'attendre à ce qu'il soit complètement vers le haut. Donc, cette simplification-là va me permettre de sauver du temps. Là, dans le fond, j'ai une composante d'intégration que je pourrais complètement annuler au départ. Ce qui me manque ici, là, c'est dans le fond la distance entre l'élément de charge dQ et le point P. La distance correspond à R. R, on peut le trouver par simple règle de Pythagore. Donc R, oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le point P il est à une certaine distance Z de l'axe du point central. Donc, la distance R correspond à Z carré plus R carré ici. Mais ce qui est particulier, c'est que peu importe l'élément que je vais choisir sur mon anneau, Z est toujours le même, puis R est toujours le même. Donc, ce R-là, contrairement au fil, ce R-là est constant, peu importe l'élément dQ que je vais choisir. Maintenant, je vais définir le vecteur DE. Donc, mon vecteur DE a une grandeur de K dQ sur R carré, puis il me reste à définir le UR. Le UR, ce que je vais prendre le vecteur R qui part de dQ au point P. Je vais avoir RJ plus ZK. Ça me donne le vecteur R. Ce que je dois faire pour avoir UR, il faut que je divise par R. Et voilà l'expression pour DE.
Donc, pour obtenir le champ total, ce que je vais faire, c'est faire la somme des DE. Donc, je vais faire l'intégrale de DE. Donc, E, c'est l'intégrale de DE. Et je vais remplacer DE par son expression, comme ceci. On a dit tantôt que si on fait la somme de tous les éléments DQ, on avait dans la partie, donc dans le plan XY, là, par symétrie, tous mes champs vont s'annuler. Donc le terme de gauche ici, ça ne sert à rien de le calculer. Donc je sais qu'en faisant l'intégrale d'un bout à l'autre de mon anneau, mes composantes en J vont s'annuler, celles en X vont s'annuler, etc. Donc je peux tout simplement me permettre de le mettre égal à 0, okay, par des arguments de symétrie comme ça. Ce qui veut dire que le seul terme que j'ai à calculer, c'est celui-là. Maintenant, si on regarde tout ça, l'intégrale. Donc, quelles sont mes bornes d'intégration? Sur quoi je vais faire l'intégration ici? Si on regarde ce qui compose l'intégrale, donc K, c'est une constante. Z, ça ne changera jamais, hein, parce que mon point P, il est fixé à un endroit précis. Z ne change pas, puis R non plus, parce qu'en fait, c'est un cône. Peu importe l'élément DQ que je vais prendre, c'est toujours une distance que j'ai entre l'élément DQ et le point P. Donc, j'ai un paquet de constantes. Donc, finalement, ce qui me reste, c'est l'intégrale de DQ. Donc, je pourrais très bien remplacer DQ par lambda ds, puis intégrer de 0 à 2 pi r. C'est compliqué pour rien, en fait. Parce que s'il me reste juste DQ à intégrer, ben, en fait, je vais intégrer par rapport à Q. Donc, si je pars d'ici, puis je me rends jusqu'à l'autre bout, en termes de charge, au départ, j'ai quoi? J'ai 0. Puis à la fin, ce que je vais avoir, c'est la charge totale qui est Q. Donc, j'intègre DQ de 0 à Q. Et voilà. Donc, je vais retrouver ceci. Puis l'intégrale de 0 à Q de DQ, ben, ça vaut Q, tout simplement. Et j'ai une expression qui est intégrée. Donc, le seul problème ici, c'est que là, bon, j'ai Z. Donc, généralement, ce qu'on vous donne, c'est la distance entre le plan de l'anneau et le point P. Donc, Z. Mais là, R, ce que je vais faire, je vais le remplacer par son expression qui dépend de Z. Et je retrouve une belle expression qui dépend de Z seulement. Voilà pour le champ électrique de l'anneau sur son axe central. Maintenant, ce que je peux faire deux vérifications. Premièrement, si je regarde, donc, deux situations, disons, particulières. Si je prends mon point P et que je le mets exactement au centre de l'anneau, à quoi je devrais m'attendre comme champ électrique? Donc, si mon point P est au centre de l'anneau, mes champs électriques vont être orientés seulement dans le plan XY. Donc, si je fais la somme des éléments DQ, ce que je devrais avoir, c'est des champs électriques qui finissent par s'annuler. Donc, je m'attends à ce que E vale 0 si Z vaut 0. Donc, comme de fait, si je remplace Z par 0, on voit ici que, ben, vu que j'ai un Z au numérateur, je vais avoir un champ qui vaut 0. Donc, ça fonctionne bien. On est content. Deuxième vérification, comme j'ai fait pour la tige, je vais aller voir si Z est vraiment, mais vraiment, vraiment plus grand que R. Donc, si je suis très, 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 très loin de l'anneau, je devrais avoir un champ qui tend vers, c'est ça, vers une charge ponctuelle. Donc, dans cette limite-là, est-ce que je vais retrouver une charge ponctuelle? Donc, si mon Z est beaucoup plus grand que R, je vais pouvoir négliger mon R carré au dénominateur. Là, évidemment, j'ai un Z carré à 3,5, donc mes 2 ici vont se simplifier. Donc, ce qui me reste, c'est un Z à la 3. Z sur Z3, ben en fait, ce que ça fait, c'est 1 sur Z carré. Je vais retrouver cette expression-là. Z étant la variable de distance, en fait, ce que je retrouve, c'est KQ sur R carré. Okay? Donc, le champ d'une charge ponctuelle. Donc, ça, c'est un autre pouce en l'air parce que mes deux vérifications ont du sens, okay? Avec la physique qu'on a déjà appris. Bon, mon dernier exemple, c'est le disque chargé. Un disque plein, chargé, d'une charge, on va dire, positive, plus Q. Et puis, je cherche à savoir le champ électrique qui est généré au point P, le point P étant placé sur l'axe central. Donc, je vais encore faire ici, comme système de référence, mon axe des Z vers le haut, puis je vais avoir l'axe des X, l'axe des Y, orienté dans le plan du disque. Si je veux trouver le champ électrique au point P, ce que je dois faire, encore une fois, c'est commencer avec ce qu'on connaît déjà. Donc, soit que je prends un élément de charge DQ, qui est un petit carré ici, là.
puis que je considère cet élément-là, l'effet, donc le champ DE appliqué au point P, puis je pourrais faire la somme des éléments DQ sur l'ensemble du disque. Mais là, je devrais intégrer autant par rapport à X que par rapport à Y, parce que ma surface dépend de X et de Y, donc ça nécessite une intégration double. C'est compliqué. Il y a moyen de faire beaucoup plus simple que ça. Si on considère le disque comme étant une superposition d'anneaux. Par exemple, je pourrais prendre un anneau avec une épaisseur très mince, là, puis considérer que cet anneau-là possède une charge dQ, trouver le champ DE au point P, puis après, ce qu'il me resterait à faire pour trouver le champ total pour le disque, c'est de superposer plein d'anneaux, un à côté de l'autre, en partant de R égale à 0 jusqu'à R égale à grand R, et je trouverai le champ électrique total. C'est ce qu'on va faire. C'est beaucoup plus simple. Donc, on sait, donc on a vu que le champ électrique d'un anneau, c'est un champ électrique qui pointe vers le haut, comme ça ici, DE. Donc ça, évidemment, c'est pour un anneau dont la charge correspond à DQ. Okay? Cet anneau-là a une certaine épaisseur puis un certain rayon. Donc, je vais devoir définir ces quantités-là. Donc ici, juste pour pas qu'on ça porte à confusion, je vais tracer le rayon de mon anneau. Je ne le nommerai pas R majuscule parce que R majuscule, c'est réservé au rayon externe du disque. Donc, c'est R minuscule. Évidemment, R minuscule, donc le rayon de l'anneau, va varier de 0 jusqu'à R majuscule pour faire l'ensemble de tous les anneaux. Maintenant, l'épaisseur de mon anneau, quelle épaisseur je lui donne? Je veux avoir l'épaisseur la plus petite possible. Dans le fond, je veux avoir le plus d'anneaux possible avec l'épaisseur la plus mince possible pour avoir le plus de précision possible. Donc, l'épaisseur de mon anneau, si j'ai choisi R comme étant le rayon de l'anneau, l'épaisseur va correspondre à dr. Okay? Ça sera mon élément d'intégration. Je vais intégrer par rapport à R de 0 à R majuscule. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bien, juste pour oublier une chose, c'est que mon point P il est à une distance Z du centre de l'anneau. On va prendre le résultat pour le champ électrique de l'anneau, donc DE. Okay? Donc je fais juste reprendre la formule de tantôt, mais là je l'adapte parce que la charge c'est DQ, puis le rayon de l'anneau, ben, c'est R minuscule ici. Maintenant, le champ électrique total, E, c'est l'intégrale de mes DE, donc l'intégrale de cette expression-là. Mes bornes d'intégration, j'intègre quoi? Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est intégrer par rapport à R. Là. Donc, je voudrais intégrer de 0 à R majuscule, mais je voudrais aussi que ma variable d'intégration soit R. Je ne veux pas avoir dQ ici. Ce que je vais avoir, c'est dr. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la densité de charge ici est constante. C'est à la fois Q total sur l'aire totale du disque, mais c'est aussi égal à dQ divisé par dA. Où dA, en fait, ce que c'est l'aire de mon anneau ici. Mais l'aire de mon anneau, si mon anneau il est vraiment mince, ce que je peux faire, là, disons que je le coupe puis que je l'étire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un rectangle. L'aire de ce rectangle-là, c'est la hauteur, qui est dr, puis la longueur, qui est 2 pi r. Donc, l'aire, c'est 2 pi r dr. Okay? Évidemment, si mon dr était... Là, je peux faire ça parce que mon dr il est vraiment mince. Mais si j'avais un anneau qui est relativement épais, je ne pourrais pas faire ça. Okay? Je ne pourrais pas le dérouler pour en faire un mince rectangle. Là, je le fais, c'est un petit raccourci. Donc, ça me permet de dire, en fait, que dQ est égal à 2 pi r sigma dr. Donc, je vais être capable de changer dQ dans l'expression du champ. Puis là, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai ma variable d'intégration R, j'ai un R ici, puis tout le reste, c'est des constantes. Donc, je vais être capable d'intégrer par rapport à R. Et voilà, je me retrouve avec cette expression-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est sortir toutes les constantes que je peux de l'intégrale. Et je vais avoir l'expression suivante à intégrer. Donc, je vais aller voir encore une fois dans le tableau à la fin du manuel.
Donc, formule E.57. Je dois maintenant évaluer à R et à 0. Donc, ça me donne ça. Donc, on voit que 1 sur Z carré, ça donne 1 sur Z. Puis là, en fait, c'est juste une question de simplifier les choses. J'ai un Z ici, j'ai un Z là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Z, 1 sur Z en évidence. Okay, donc, je vais avoir des Z qui vont simplifier. Puis là, ben, vu que j'ai un moins ici, ce que je vais faire, c'est juste le distribuer. Donc, c'est la formule générale là, pour un disque de rayon R qui est uniformément chargé. Bon, j'allais voir à la limite, premièrement, si ma distance Z est très petite devant R. Donc, je vais avoir la limite où ce que j'ai, en fait, c'est une plaque où on pourrait considérer que la plaque est infiniment grande. Donc, si je suis, soit que je suis très près de la plaque, ou que la plaque est très grande, dans le fond, le cas limite est le même. Donc, si R est beaucoup plus grand que Z, donc c'est le cas de la plaque infinie. Okay? Donc, en fait, ça va assez bien. Si R est beaucoup plus grand que Z, ce que je vais faire, je vais négliger mon Z au dénominateur. J'ai la racine de R carré qui vaut R. Puis j'ai Z sur R. Donc, 1 moins Z sur R. Donc, si R est beaucoup plus grand que Z, Z sur R ici tend vers 0. Ce qui veut dire en fait que mon équation devient ultra simple. Okay? Donc, on a le champ d'une plaque infinie. Certaines fois, là, en fait, vous allez voir, on va utiliser souvent cette équation-là parce qu'éventuellement, on verra les dispositifs, là, ce qui s'appelle les condensateurs. Puis les condensateurs, ce que c'est des grandes plaques qui accumulent des charges, puis ils génèrent un champ électrique de ce type-là. Puis je vais l'écrire autrement parce que vous allez sûrement le voir de cette façon-là. C'est que si on remplace, on avait vu au chapitre 1 que K est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc si on fait cette substitution-là, on va retrouver le champ électrique d'une plaque infinie. Donc on le voit plus souvent sous cette forme-là, sigma sur 2 epsilon 0. Donc vous allez voir souvent une plaque là, infinie, ce qu'on fait, on la dessine comme ça. Ouh. C'est un peu comme si on la voyait dans le plan. Là. Donc, disons que je la vois, la plaque est comme ça. Puis, si je regarde le champ électrique qui est généré par cette plaque-là, donc c'est infini. Là, j'ai fait des barres, là, mais il faut considérer que, bon, les effets de barres, on les verra pas ici. Donc, comme type de champ électrique, ce que je vais avoir, c'est un champ électrique qui pointe, en fait, K, c'était pour dire que ça pointait vers le haut. En fait, ça pointe de façon perpendiculaire à la plaque. Puis, si je suis en haut ou si je suis en bas, bien, ce champ-là, on va le retrouver autant d'un côté que de l'autre. Donc, ce serait mon champ électrique pour ma plaque infinie. Donc, sigma ici, ça correspond à la densité surfacique de charge, donc le nombre de coulombs par mètre carré sur ma plaque. Si sigma est positif, évidemment, le champ pointe dans cette direction-là. Si sigma est négatif, bien, je vais changer le sens d'orientation du champ. Donc, le champ va pointer vers la plaque. Donc, vous voyez ici ce que j'ai, là, sigma sur 2 epsilon 0. Évidemment, si la plaque est infinie, la distance par rapport à laquelle je suis par rapport à la plaque n'a aucune importance. Puis sigma sur 2 epsilon 0, vous voyez que c'est constant. Donc, on a un champ uniforme. C'est un champ uniforme qui pointe dans la même direction. Donc, c'est des lignes parallèles. Puis, la distance entre les lignes de champ est toujours la même, ce qui veut dire que l'intensité du champ est toujours la même. Bon, je reviens à l'équation de ma plaque de façon générale. L'autre approximation que je vais faire, comme d'habitude, c'est d'aller voir très, très loin de la plaque. Donc, si Z est beaucoup plus grand que R, donc dans le fond, si je m'éloigne suffisamment de la plaque, ce que je devrais obtenir comme champ électrique, c'est... Oui, c'est ça. Donc, un champ d'une charge ponctuelle. Vérifions. Donc, quelle approximation je peux faire? Donc, si Z est beaucoup plus grand que R, je pourrais être tenté de négliger mon R ici devant mon Z. Ça veut dire que je me retrouverai avec, au dénominateur, un 1 sur Z. Donc, j'aurai un Z sur Z. Mais Z sur Z, qu'est-ce que ça vaut? Bien, ça vaut 1. Puis 1 moins 1, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 0. Donc, mon champ tend vers 0, ce qui est correct. Mais un champ qui tend vers 0,
il y a plusieurs façons de tendre vers 0. Hein. Tu sais, 1 sur R carré, ça tend vers 0 quand R tend vers l'infini. 1 sur R3 aussi, 1 sur R4. Donc, là, ce qui arrive, c'est que je ne peux pas dire que c'est comme une charge ponctuelle. Une charge ponctuelle, oui, le champ tend vers 0, mais comme 1 sur R carré. Moi, ce que je vais avoir, c'est quelque chose qui est du style 1 sur la distance au carré. Donc, je ne suis pas content. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Ça, là, c'est le genre d'affaire qui peut vous arriver quand vous faites une approximation qui est trop catastrophique. Okay? Si j'arrivais à quelque chose d'autre que 0, avec une expression, ben, je pourrais dire, OK, le travail est accompli, je suis content. Si j'arrive à 0, ça veut dire que je dois laisser des termes supplémentaires. Puis là, il faut utiliser, on peut faire l'approximation du binôme. Je vous montre comment faire ici. Donc, l'approximation du binôme, regardez bien ça. Si j'ai l'expression suivante, 1 plus x à la n, dans la limite où si x est beaucoup plus petit que 1, dans le fond, là, vous avez probablement déjà vu les séries de Taylor. Ce que je vais faire, en fait, c'est que si je prends cette expression-là puis que je développe la série de Taylor de cette expression-là, je vais avoir plusieurs termes. Le premier terme, ça va être 1. Le deuxième, ça va être n fois x. Le troisième terme sera un terme en x carré, le quatrième en x cube, etc. Mais là, si x est beaucoup plus petit devant 1, c'est que je peux tout négliger ces termes-là, puis en fait, je peux garder seulement les deux premiers termes. Donc ça, on peut toujours l'utiliser. Ce qu'il faut faire, c'est dans l'expression que j'ai en haut, il faut que je trouve un terme. Donc ici, moi, ce que je sais, c'est que z est beaucoup plus grand que r. Ce qui revient à dire, hein, si je divise par z, ça revient à dire que r sur z est beaucoup plus petit que 1. Okay? Ici, j'ai x est beaucoup plus petit que 1. Donc, ce que je devrais faire, c'est prendre ce terme-là ici, là, puis faire apparaître un r sur z. Comment je fais? Dans le fond, ce que je devrais faire, c'est juste mettre en évidence un z carré ici. Donc, si je mets z carré en évidence, je le sors de la racine, ça me fait un z, mais il faut que je divise mon r par z. Donc, je retrouve ça. Les z se simplifient. Okay. Là, ce qu'il me reste à faire pour rendre ça de ce type-là, moi, je vais avoir 1 plus quelque chose de petit à la exposant n'importe quoi. Donc, la racine, c'est un exposant 1/2. Vu que c'est 1 sur une racine, ben, c'est un peu comme si je faisais exposant moins 1/2. Ben, c'est pas un peu, c'est comme si. OK? On va se dire les vraies affaires. Donc, finalement, je retrouve ça. Okay? Ben là, j'ai exactement la bonne chose. J'ai 1 plus quelque chose d'extrêmement petit, exposant n, mais mon n vaut moins 1/2. Donc, mon x, c'est r sur z au carré, puis mon n, c'est moins 1/2. Donc, je peux remplacer, je peux faire l'approximation du binôme, et là, ce qu'on voit, en fait, l'avantage, c'est que, ben, tantôt, j'avais 1 moins 1. Okay? J'avais 0. 1 moins 1 parce que je n'avais pas gardé ce terme-là. Là, l'approximation du binôme me permet de garder un terme supplémentaire dans la série de Taylor. Donc, quand je vais aller distribuer mon moins, ben, on remarque que j'ai 1 moins 1, donc les 1 se simplifient. Il me reste un moins moins qui fait un plus. Donc là, j'ai un paquet de parenthèses qui ne servent plus à rien. Et là, je retrouve ceci. J'ai des 2 ici qui se simplifient. Ça va bien, hein? Puis, comme champ électrique, ce que je vais retrouver cette expression-là. K pi r carré sigma sur z carré. Premièrement, je constate que je suis heureux parce que j'ai un 1 sur z carré. Donc, j'ai une distance, j'ai 1 sur la distance au carré. Donc, c'est le comportement d'une charge ponctuelle. Je voudrais avoir coq sur r carré, ben, coq sur z carré. Là, ce qu'on remarque, c'est que pi r carré sigma, rappelons-nous, c'est un disque dont la surface, c'est pi r carré, avec une densité de charge sigma. Donc, si je vois la charge totale de mon disque, je fais l'air fois sigma, bien l'air, c'est pi r carré. Donc, tout ça, ça correspond à Q, la charge de mon disque. Donc, j'ai bel et bien que mon champ électrique tend vers KQ sur la distance au carré. Donc, je suis heureux et je passe à autre chose.